Vous étiez co-scénariste du film de Teddy, Lucie Modeste, Jimmy Rivière, qu'on avait présenté en avant-première. Et en voyant le film à Cannes, j'ai vu son nom au générique. Et je sais qu'il y a des affinités entre quelques cinéastes, vous travaillez régulièrement ensemble. Donc voilà, c'est un point commun, avec le forum en tout cas. Bah ouais, je pense fort à lui, c'est un réalisateur exceptionnel que j'ai rencontré à la Fémis. Je suis assez... Vous pensiez que vous allez me lancer, mais ça ne me lance pas du tout. C'est hyper dur. Ouais, c'est un réalisateur formidable. On a écrit ces deux films ensemble et il a collaboré au scénario d'Une fille facile, c'est des amitiés fidèles. On en parlera tout à l'heure, peut-être de la façon dont vous travaillez ensemble, justement. Ouais, avec plaisir. Ça peut être un angle d'approche. Ouais, carrément. Mais j'espère que vous verrez le film avant, enfin vous resterez si vous voulez après. Je voulais vous remercier, ça va être court, je voulais vous remercier d'être là. Remercier la quinzaine d'avoir invité le film, c'est un endroit non compétitif et doux, dans un monde parfois dur. Donc c'était très agréable de présenter le film à Cannes, et l'accueil a été, a dépassé nos espérances, alors que le postulat du film était bizarre. C'était un peu l'association de la carpe et du lapin, c'était faire dialoguer Romer et Rosier avec Zaya, que tout le monde prenait pour une ravissante idiote, et peut-être que vous vous ferez votre idée, peut-être qu'elle l'est. Et vu la... Bonsoir. Et vu la récession, je me suis dit qu'il fallait toujours faire confiance à l'intelligence des spectateurs. Vous voyez comme je capte habilement votre bienveillance. Non, mais c'est vrai, dans un moment où tout le monde doute de tout et où on essaye de créer des contenus plus formatés les uns que les autres, je me suis dit que je venais là en fait, à vélo, il fait bon. Donc merci déjà d'être là et de ne pas être en terrasse avec un pastis. Et je me disais que j'avais fait un film léger comme une plume et qu'il allait très bien avec cette soirée de juin. Il y a une chose que je vois, c'est un peu particulier pour moi ce soir parce que c'est pas seulement la première projection en public, c'est aussi une projection dans laquelle il y a mon père, ma belle-mère et ma sœur. Ma sœur qui risque peut-être d'accoucher pendant cette séance. Donc j'espère qu'il y a un médecin dans la salle de son premier enfant. C'est aussi le soir de l'anniversaire de mon producteur, je me suis transformée en géo, donc je vais aller vite. Je me souviens juste que quand on était petite, on était deux orphelines un peu tristes et j'allais dans ta chambre pour voir, je vais mettre à chialer, c'est pas le plus possible, pour aller prendre des albums de Jean-Jacques Goldman. Et dans ces albums, entre gris clair et gris foncé, c'était cool à l'époque, il y avait une chanson qui s'appelait Fille facile. Et je m'en suis rendu compte après avoir donné le titre au film. Ça commençait par j'ai une tendresse particulière pour les filles qui ne font pas de manière. Et je dédie cette projection à toi, Yael, ma soeur chérie. Bonne projection. On n'interrompt pas le générique ni les applaudissements. Merci. Moi aussi, je suis fétichiste. J'ai été très intrigué, pour tout te dire, par cette citation de Pascal au début, dont je ne saurais plus exactement me rappeler les termes, mais... La chose la plus importante à toutes les vies est le choix d'un métier. Le choix d'un métier. Le hasard en dispose. Exactement. Ouais. Et que j'ai établi en relation après avec ce... Vous avez 2 heures. Tatouage sur la peau de Sophia, Cardiel, qui fait référence là à Horace directement et au fait du plaisir de l'instant sans s'inscrire dans le lendemain. Et je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai cette impression quand on voit à la toute fin du film, justement, la dernière séquence, le personnage de Naïma faire ses décolles hôtelières, que ça renvoie justement à cette citation de Pascal. Et que chacune de ces 2 empreintes est associée directement à ces jeunes filles, à chacune de ces jeunes filles. On parlait tout à l'heure effectivement de ta collaboration avec Teddy, Lucie Modeste, et ce que je trouve toujours assez remarquable quand un film est réussi, c'est que la trame scénaristique, l'écriture disparaît par la mise en scène, par le montage, par toutes ces étapes, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en découvrant, j'ai vu 2 fois le film, et à chaque fois je me suis fait la même réflexion donc de cette épure pour essayer de capter l'essence même de ce qui se mettait en place. Voilà, et bon, peut-être commencer par ce travail d'écriture que tu as fait en collaboration avec... je te tutoie, pardon. Avec Teddy. Je suis si jeune. Lucie Modeste. Est-ce que c'est un travail de longue haleine? Comment vous travaillez ensemble, tout simplement? Alors
D'abord merci, parce que c'est vrai que c'est difficile de faire disparaître l'écriture, et même je dirais parfois la mise en scène. Même si j'ai beaucoup de goût pour les cinéastes qui se vantent. J'aime bien les cinéastes qui en font des caisses, du cinéma les Américains diraient bragging, voilà, j'adore De Palma, j'adore le cinéma avec des mouvements. Et puis là, en fait, avec ce film-là, et chaque film a son propre projet, son propre chemin, le moment dans lequel il arrive dans votre vie, le moment dans lequel il arrive dans le contemporain. Je me disais, il faut faire un film simple sur un sujet complexe. Et j'ai l'impression que dans le travail de l'écriture, il y a quelque chose qui s'est saisi de manière très rapide. D'ailleurs, je pense que si j'avais réfléchi trop longtemps, j'aurais pas fait ce film-là. Et Teddy Lucie Modeste m'a profondément aidé à accompagner l'impulsion. Alors, enfin, l'impulsion, j'espère pas l'impulsivité du film, mais de l'amener à avoir la légèreté. C'est Garel qui dit un film, ça doit peser 1 gramme. Et je trouve que le travail qu'on a accompli, c'était de faire disparaître tout ce qui pouvait être comme le prix qu'on laisse sur un cadeau, c'est-à-dire la dimension trop idéologique ou politique, même s'il y a un projet politique qui sous-tend le film, même si la citation, l'exergue pascalienne, elle raconte bien que le sujet du film, il est traité de manière modeste du début à la fin dans le portrait d'émancipation, dans le coming of age, en fait, un genre qui est balisé, que j'ai eu beaucoup de plaisir à prendre avec la jeune actrice Mina Farid, donc la jeune cousine. Et le film raconte ça très simplement. C'est, voilà, il va y avoir un moment qui fait destin, c'est souvent autour de 16 ans, un âge que les gens pensent super léger, adorable, innocent, et qui en fait pour moi est très, très dur, douloureux, parce que tout fait peur, tout fait destin dans les choix. En tous les cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu à cet âge-là, dans une autre Ça époque. renvoie d'ailleurs à ton premier film, à Belle Épine. Oui, peut-être. C'est le même âge de la vie. C'est le même âge de la vie, et Belle Épine, je ne sais pas si quelques-uns l'ont vu dans la salle, peut-être ma famille, puisque j'en ai beaucoup parlé. Mais voilà, ça s'est fait. Désolée du côté sentimental de ça. Mais qui était un film très sombre, nocturne, métallique, plein de moteurs et de deuil. Et peut-être qu'une fille facile serait la version, ça va mieux depuis, serait la version solaire, sensuelle, agréable, érogène et estivale et méridionale de ce film-là. Donc voilà, oui, il y avait quelque chose avec l'âge, donc l'exergue pascalienne, et j'adore l'idée qu'elle devient chef de cuisine à la fin, et qu'elle trouve une voie. Alors c'est pas seulement parce qu'il faut du courage pour faire un métier d'homme quand on est une fille, mais aussi parce que décider ce qu'on veut faire dans la vie, c'est un choix considérable qui nous rend libres. Et ensuite, le petit tatouage Carpe Diem, qui est un tatouage que ne possède pas Zaya Dehar, que j'ai demandé à ma maquilleuse, à ma costumière d'ajouter, ça venait vraiment c'est ce genre d'image en fait qui me marque à jamais. J'étais dans un hammam, c'est pas de phrase, et j'ai vu une fille très très belle, en sorcelante. J'étais avec une amie à moi, Maria Larrea, et elle était un peu refaite, elle avait des faux seins, des fesses qui n'étaient pas les siennes, je sais pas comment dire, mais très très séduisante, quoi. Et elle comptait, elle avait une petite trousse de toilette, je rentre dans l'anecdote, j'y vais là. Elle avait une petite trousse de toilette dans laquelle elle avait plein de billets de 5 euros. Elle sortait ses crèmes pour le corps, on était tous en train de se rhabiller, et elle sortait ses crèmes et ses billets de 5 euros. Donc j'ai commencé évidemment à fantasmer la vie de danseuse le soir, de stripteaseuse peut-être, parce qu'elle avait ça. Et puis elle se tourne, elle se penche, attends, je le mime, c'est ridicule, et elle a un tatouage Carpe Diem. Et ça a été le début d'une rêverie, parce que je trouvais que c'était ultra audacieux d'avoir ce tatouage que les Américains appellent un tramp stamp, c'est-à-dire un tatouage de traînée, qui était pile à l'endroit au-dessus de l'anus, quoi, genre suivez le chemin. Et en même temps, avec un message latin qui faisait écho à mes nombreuses années d'études de lettres classiques, et qui... Ça s'arrête là. Voilà. Bref. Et donc, du coup, oui, Carpe Diem, et j'adore sa manière, c'est la première fois qu'on entend parler dans le film, et j'adore sa manière de le dire et de le traduire. J'aime beaucoup aussi cette idée que la cousine, forcément un peu subjuguée par son aîné, la plagie, tout en prenant après de la distance par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle est dans le modèle, on copie, et après, justement, elle arrive à voler de ses propres ailes et à tirer les enseignements de cet été, de ces 2 mois solaires avec sa cousine. Tu peux nous parler un peu du casting, parce qu'il y a des points d'équilibre qui sont totalement maîtrisés entre Nuno Lopez, Benoît Magimel d'un côté, et puis évidemment Zaya Dehar et Moni.
Mina Farid. Mina Farid, Mina Farid. pardon. Alors, bah, on peut saluer la directrice de casting qui est là, Julie Allion. Ah bah oui. Déjà, on peut la saluer. C'est pas mal. C'est pas du tout évident parce que le film est dédié à mon ancien directeur de casting. Le film est vraiment répond à une question de casting quasiment parce que Philippe Elcoupian, en l'occurrence, c'était mon directeur de casting avant et il a disparu. Donc il y avait un cœur très endeuillé, triste au départ et un grand point d'interrogation en fait sur ma possibilité à rebondir avec le choix des acteurs qui pour moi est la première couleur du film, enfin la matière en termes de direction artistique globale, de peau, de sens. Bon. Et en rencontrant Julie Allion, on s'est rendu compte que le film donc, devait avoir une part dans le sud. Il y a une image qui ancrait profondément le film, c'était des yachts et des pizzerias en face. Donc des types qui dînaient, riches, je pensais types, mais ça pouvait être des familles, mais principalement quand même des hommes, qui dînaient face, richissimes, et qui dînaient de manière indécente et séduisante face à des gens plus pauvres, des badauds, des touristes l'été qui dînaient en face dans des pizzerias. Comme moi l'été, j'ai pu, quand j'allais voir ma famille à Nice, faire la croisette, la promenade des Anglais, puis de se balader comme ça et de voir un peu la vie des riches, rentrer au Negresco, enfin ça faisait partie du trajet de l'été, quoi. Ça faisait partie de notre plaisir. Et évidemment, ça posait la question de l'indécence, de l'exhibitionnisme. Qui était exhibitionniste là-dedans? Est-ce que c'était celui qui dînait face à... Est-ce que c'était le riche qui dînait face aux pauvres? Ou est-ce que c'est la fille qui porte la robe transparente avec le string apparent? Il y avait plein de questions que ça posait et que ça me plaisait. Et il fallait, pour que... Alors, donc dans le choix du casting, Zaya Derr, c'est la rencontre qui crée le désir du film pour moi. On parlait de Teddy Lucie Modeste, ça nous passionnait, c'était une conversation qu'on avait depuis longtemps avec Teddy, qui lui-même est un transfuge de classe, hein, qui vient de la communauté des gens du voyage, dont ces deux films sont liés à ça, et qui a fait la Fémis, puis est devenu professeur, enfin voilà, qui a un trajet considérable de transfuge. On a toujours été passionnés par ces visages-là, ces figures-là, et Zaya Derr, elle en représentait une, c'est certain pour nous. Et donc elle nous crée énormément de sympathie, depuis l'affaire de Mœurs, on va dire. On sentait un mépris de classe très fort contre elle, et puis concrètement, souvent quand les femmes sont victimes de curés, ES, d'opprobre public, ça nous donnait plutôt envie de l'aimer. Qu'est-ce qui réagit à curé? Quels sont les cas? Voilà, merci. Et un hasard nous a mis en contact. Un hasard des réseaux sociaux nous a mis en contact. Elle m'a ajouté, elle m'a requesté sur Instagram. Et voilà. Et j'ai découvert, du coup, je suis allée là, et donc j'étais très surprise. Ça, c'était avant que vous vous lanciez dans le travail d'écriture du film, donc. Bah, c'est ce qui a déclenché le désir du film. Oh, oui, je pense. En partie. Vous savez que c'est... Enfin, il y avait une histoire qui traînait depuis longtemps dans mes tiroirs, deux filles qui sortaient avec des types sur des yachts un été, mais il n'y avait pas de forme à ce film. C'était comme une promesse, comme une idée, mais elle n'était pas incarnée. En rencontrant... Et je vois les petites vidéos de Zaya Derr, j'entends sa manière de parler, comme vous avez pu l'entendre, elle a une manière de parler... assez exceptionnelle, je trouve, enfin assez singulière, qui lui appartient, qui est ni que littéraire, elle a une espèce d'accent d'étranger, on ne sait pas très bien d'où elle vient, est-ce qu'elle vient de Syrie, du Liban, est-ce qu'elle est algérienne, est-ce qu'elle est hyper bourgeoise, est-ce qu'elle est hyper prolétaire, est-ce que c'est la télé-réalité, enfin tout me passionnait. Et surtout, ça m'a mis sur la voie de Éric Rohmer. D'un coup, je me suis dit, elle a un phrasé vraiment d'un personnage romérien, anachronique, élégant, très sophistiqué, très littéraire bien sûr, faisant toutes les négations, jamais un mot d'argot, bref, à l'opposé de toutes les starlettes de la télé-réalité, qui m'auraient peut-être pas, enfin, pour lesquelles j'ai ni de la sympathie ni pas, mais qui m'auraient pas intéressée de la même manière. Donc Zaya Derr, c'était le pilier de l'échafaudage. Autour d'elle, du coup, cette jeune fille, Mina Farid, qu'on a rencontrée avec Julie Allion pendant le festival de Cannes, puisque le film est ultra local, on l'a tourné à Cannes, donc il y a quasiment un an pile, jour pour jour, qui était une jeune fille qui rentrait dans la salle, qui m'a, moi, fait passer un casting, j'ai l'impression qu'elle n'était pas du tout actrice, qu'elle n'avait pas envie, et qui a été, je trouve, parfaite dans son côté têtu, buté. Et en face d'elle, il fallait qu'il y ait des hommes qui mettent de côté une certaine pensée du colon. Comme c'était deux jeunes filles, je trouvais que c'était deux jeunes filles arabes, il fallait faire très attention pour moi, puisque c'était pas le sujet du film, même si ça m'intéresse par ailleurs, pour d'autres projets, c'était pas le sujet du film de creuser cet imaginaire-là. C'est bien que s'il y avait eu n'importe quel autre... Je pense qu'un Anglais, un Danois, bref, quelqu'un à la peau claire, européen, sur ces yachts, il y aurait eu forcément cet imaginaire-là qui aurait colonisé, c'est bien le mot, le film.
Donc je voulais que ce soit quelqu'un qui vienne d'Amérique du Sud ou d'Europe du Sud, et c'est comme ça que Nuno Lopez est arrivé. Avec surtout sa beauté spectaculaire. Je vois qu'il y a des hommes et des filles qui sont d'accord dans la salle. Et c'était important pour moi qu'il soit beau aussi. C'est important que si on traite bien l'archétype féminin, c'est important qu'on traite bien l'archétype masculin. Je parle pendant des heures là. Il va falloir que, si vous avez des questions. En tous les cas, voilà, c'était lié. Je voulais qu'il soit séduisant, beau, et qu'il ne soit pas des colombes donnants qui se tapent des petites arabes sur la côte d'Azur, parce que ça n'aurait pas été le conte poétique que j'avais en tête. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette rencontre avec Zaya, justement dans un premier temps, c'est à travers des réseaux sociaux, mais après, il y a une rencontre, il y a une façon de l'impliquer dans un projet, de faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait, du cinéma. Comment elle ça s'est avait passé? fait une ou deux apparitions. D'ailleurs, elle avait été sollicitée par des projets d'art contemporain quasiment, de vidéastes. Enfin, c'est quelqu'un qui a toujours, je pense, intéressé des artistes parce qu'il ressentait en elle, on ressent en elle, une certaine appropriation de sa propre culture, de féminin exacerbé, j'allais dire de culture kelp, mais c'est hyper difficile à définir, donc je ne m'aventure pas. Je dirais culture queer, de culture pop, voilà. Il y a de la culture pop en elle, ça séduit pas mal d'artistes, donc j'étais pas du tout la première personne à la solliciter. Karl Lagerfeld l'avait photographié, il y avait une espèce de... Mais c'était un peu considéré comme du snobisme, comme une espèce d'ironie... Et puis là, on parle d'un projet de long métrage de fiction, c'est pas tout à fait... Mais c'était pas sûr à ce moment-là, donc ça s'est fait de manière douce. Elle est arrivée, on s'est donné rendez-vous dans un salon, on s'est parlé un petit peu comme ça. Elle n'avait aucun entourage, elle n'avait aucun agent, elle était d'une simplicité dans la rencontre qui m'a séduite. Elle avait une discipline dans les rendez-vous qui m'a séduite aussi, parce qu'il y a plein de filles qui veulent devenir actrices et qui n'ont pas forcément la rigueur d'arriver à leur rendez-vous, d'apprendre un texte, il faut s'en donner les moyens. Tout ça m'a séduit chez elle. Et puis elle est rentrée dans la pièce et c'était vraiment c'est une expérience de voir rentrer Zaya dans la pièce. Pas seulement pour sa grande beauté, sa plastique, son corps spectaculaire, quasiment très... Mais comme souvent quand on voit les actrices, elles ont des corps et des visages insensés. Mais c'est aussi son costume, quoi. Elle avait, bon... Donc tout m'a plu chez elle. Et on a commencé à collaborer, comme j'ai l'habitude de travailler avec des acteurs et des actrices. Je lui ai demandé de m'écrire quelques rêves, quelques cauchemars. Elle m'a donné des scènes. La scène, par exemple, où elle se fait des pâtes avant d'aller dîner, j'aurais pas pu imaginer, je pense, qu'avant d'aller dîner avec des mecs, il faut dîner avant. Parce que, un peu comme dans Marie à tout prix, il faut... Voilà, merci. Et donc, j'ai trouvé que ça, c'est des scènes qui sont... Tout le monde n'a pas compris, même, le truc de Marie à tout prix, mais c'est trop... c'est un peu crade. Et... ça, c'est des scènes qu'elle m'a données. Donc, à un moment même, d'ailleurs, je l'avais crédité au générique en tant que scénariste. Et j'ai eu tort, mais j'ai eu peur que ça tire des moqueries. Mais bon, en vrai, c'est comme un travail de co-scénario. Et le choix du prénom, parce que j'ai été assez intrigué, Sophia, évidemment, c'est... parce qu'il y a à la fois une référence à Sophia Loren dans le film, très très explicite. D'ailleurs, je trouve que le film est très imprégné des années 50-60, que ce soit... que ce soit forcément le personnage de Sophia Loren. On sort d'un cycle sur Naples, donc où Sophia Loren était l'une des égéries du cycle. Et le choix de ce prénom est lié à Sophia Loren, ou c'est aussi parce que c'est un prénom qui est très courant aussi, comme prénom maghrébin, franchement, là, c'est vraiment un imaginaire qui m'a joué, qui m'a agi. Est-ce que c'est la sagesse? Est-ce que c'est Lorraine qui effectivement vient dans le... Elle est de toutes les façons traversée par l'imaginaire des années 60, Zayader. Elle en joue, nous on l'a travaillé à la direction artistique, Rudy Marmen, Mimou Kim, les maquilleurs-coiffeurs, on a bossé ça. Il y a l'idée que... Mais je pensais pas à Brigitte Bardot, d'ailleurs, je pensais plutôt à Claudia Cardinal, avec elle. Et après, c'est en projetant le film à Cannes que beaucoup de gens m'ont parlé de Bardot, et j'ai compris que c'était évident, et de temps en temps, c'est... La robe Vichy. Ouais, c'est la sienne, enfin bon, vous voyez, j'ai pas du tout... Genre, j'ai rien fait, on a pris quelques guenilles. Non, mais elle porte ça. Non, mais c'est vrai qu'en plus, il faut tout refaire à sa taille, ce qu'elle est Non, mais c'est vrai. Oui, Sophia, et puis le morceau sur lequel elle raconte cette espèce de truc de torture, de make-up, c'est un morceau chanté par Sophia Loren, Tina Ftou, d'un film, je sais pas lequel d'ailleurs. Je fais appel aussi aux filles dans la salle. Je sais pas dans quel film c'est, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Vous avez la réponse? Tina Ftou, c'est un film, c'est un morceau grec, ça se passe en Grèce. J'ai très chaud. Et voilà. Si vous avez des... Est-ce que vous avez aimé? Oui, vous pouvez réagir quand vous voulez. Alors, il y a une question
André, monsieur. Bonsoir, j'ai 3 questions. Première, il y a combien il y a eu de rush? Deuxième question, combien de journées de tournage? Et troisième question, quand il va sortir en France? Merci. Alors, combien d'heures de rush? Pas beaucoup, même si ça s'est tourné en numérique. C'est la première fois qu'on a tourné avec Georges Le Chatois, mon chef opérateur, un film entièrement en fait en numérique pour des raisons de lumière la nuit. On savait qu'il allait y avoir pas mal de nuits de yacht, on voulait quelque chose de léger. Je pense qu'il doit y avoir, je sais pas, 1 heure par jour. Le film a duré 22-23 jours de tournage, c'est court, c'est 5 semaines un peu. C'est vraiment un film sur un tournage très court avec un petit budget. Donc je dirais 25 heures de tournage, 25 jours de tournage, 25 heures de rush, pardon, 25 jours de tournage, c'est d'être précise, et 28 août. Des intérêts particuliers sur des chiffres? Je comprends. Oui, oui, tout à fait. Il y a d'autres questions? Alors en fait, c'est plutôt un compliment que je vais vous faire, mais moi j'ai beaucoup pensé à Romer. Il y a une espèce comme ça d'unité de lieu, de temps, ça se passe sur l'été, donc et en même temps j'ai trouvé ça très intéressant la référence à Romer, parce que c'est aussi du Romer revisité, quoi. Voilà, avec une autre génération, une autre culture aussi par les actrices, quoi. Et bon, ça fait compte quelque chose quand même de revisiter Romer, voilà. Ouais, merci. Mais c'est vrai que le prologue, puisque si vous aimez Romer, le prologue, c'est un vrai, c'est au-delà du dialogue, c'est une citation donc, du prologue de La Collectionneuse, qui est un film de Romer que moi j'aime beaucoup, dans lequel Haïdé Politov, une toute jeune femme un peu fille de scène, qui vivote, première fois qu'on la voit, c'est on ouvre une porte, elle est en train de faire l'amour avec quelqu'un dans une grande maison près de Paris, puis après on la retrouve dans le sud de la France, elle a pris ses quartiers d'été, dans une villa à Ramatuelle, et tout le film se passe là. Et c'est vrai que le film, quand je disais, en introduisant que le film dialoguait avec Romer, c'est précisément à La Collectionneuse que je pensais, parce que je me suis demandé, donc en entendant Zaya, je me suis dit personnage romérien, ça m'a amené à Romer, j'ai fait un peu le même trajet que vous, et ça m'a amené à Romer, et à ce film de lui que j'aime. Moi je crois que j'aime les films toujours les plus mainstream des auteurs exigeants, et c'est vrai que c'est son film sorti en pleine libération sexuelle, d'émancipation sexuelle, c'est son regard à lui là-dessus, quelqu'un de très littéraire, qui comme moi vient de la littérature, et du coup il y avait je me suis dit, tiens, peut-être que Zaya Dehar aujourd'hui, ce serait une Haïdé Politov. Il y a une phrase à un moment de Daniel Pomerol qui lui dit, tu es l'échelon le plus bas de l'humanité, et je pense que c'est ce que le monde a pensé de Zaya Dehar, ce que beaucoup de gens ont pensé d'elle pendant longtemps, ce qu'on peut penser d'elle dans le film au début, et que le film, s'il est réussi, pour certains, arrive à la regarder comme une sœur à la fin, plutôt que comme une étrangère. Et le prologue, c'est vraiment le prologue de La Collectionneuse. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir placé dans cette référence-là, romérienne. Merci. Je voudrais que tu nous parles aussi un peu des choix sonores, parce qu'il y a une très très grande diversité, il y a une palette musicale qui va du jazz à Debussy en passant par Salvador. Je voulais de la musique que tout le monde connaisse. Voilà. C'était le cœur du projet musical, en tous les cas passionnant du film, c'était, pour la première fois de ma vie, j'ai pas demandé à Rob, qui est le compositeur à qui j'adore travailler, de composer un score, donc il n'y avait pas de musique originale, ce sont que des musiques qui existent. Je savais que le 19e allait avoir de l'importance, le romantisme en fait, donc Ravel, Poulenc, Debussy, j'avais envie de jeux d'eau, de tout ça, et je trouvais qu'elle était tellement... le Ricard vous appelle, je sens une espèce de fébrilité dans la salle, mais vous inquiétez pas. Il est tard. Il est tard? Pour le Ricard. Il n'y a pas d'heure, c'est le producteur est marseillais. Mais donc voilà, oui, je voulais une musique classique, pour aller vite, une musique classique pour des corps modernes. Je sentais que pour rendre justice à l'histoire, à la sentimentalité de l'histoire, il fallait une musique qui joue pas le côté l'été, la boîte de nuit, l'électronique, mais au contraire une musique très lyrique et classique, et ensuite même familière. Donc Niagara, donc un peu de bossa nova pour l'imaginaire portugais de Nuno Lopez, enfin brésilien, voilà. Ce sont des choix assez intuitifs quand même. Hein. Ça reste une carte postale, hein, ce film.
Enfin, je voulais vraiment comme une carte postale, comme quelque chose. Alors après, tous les choix qu'on fait, oui, ils sont prémédités, mais ça s'est fait vite, quoi. Et est-ce que tu peux... forcément, quand un film comme celui-ci est projeté à Cannes, il y a quelque chose de très plaqué sur ces Cannes, ces multiples Cannes. Et on sait très bien qu'à la quinzaine des réalisateurs, en particulier, c'est pas uniquement les gens de la profession qui y vont, mais il y a aussi beaucoup de Cannois. Oui. Est-ce que tu as eu des échanges après avec... J'ai eu un échange avec un commerçant super qui m'a dit mais votre film c'est un peu le beau gosse, la cagole et la bourgeoise. Et je me suis dit c'est génial, enfin, c'est exactement genre énorme catchline sur l'affiche, j'en ai parlé à Titan. Moi j'irais sans hésiter. Et oui, je pense qu'il y avait un plaisir. Alors j'ai découvert la ville, j'ai découvert qu'il y avait un paysage brésilien derrière le palais des festivals, une plage qui s'appelle Boca Cabana, parce que justement c'est un truc brésilien quasiment. Et à nouveau, je trouve que c'était assez agréable de regarder une ville que tout le monde pense connaître et de la voir pour la première fois. Pour moi, je parle de moi, qui y allais depuis des années j'ai eu la chance d'y présenter 2 autres films, mais j'y allais tous les ans comme pas mal de gens qui font partie de l'industrie du cinéma, et je ne la connaissais pas. J'avais jamais franchi la pizzeria, pour ceux qui connaissent, la pizzeria du port. Et en fait, c'est très pizza. Et je trouve que c'était un manque total de curiosité, quoi. En fait, j'en ai eu honte. Voilà. D'autres questions ou réactions? Mais c'est pas seul, attendez. Je reviens. Oui, bonjour. Je voudrais parler de l'actrice qui joue Naïma. Moi, elle m'a fait beaucoup penser à Via Herzog comme un compliment, mais ça m'a fait penser aussi un peu à du Keshish, mais en moins bourrin, quoi. En plus délicat. Abdelatif, Hassan Gare. Moi j'adore le cinéma de Keshish, j'ai compris ces derniers, enfin, et surtout son dernier, j'ai pas vu le tout dernier, Make to My Love, le deuxième. Ah, mais Make to My Love. Mais je parle de Keshish, son premier par exemple, où ça parle de Marivaux, là aussi on parle d'acteurs, ouais. On parle de comédiens. C'est pas son premier, mais l'Esquive, oui. Ouais, l'Esquive, excusez-moi. Ah non, mais c'est gentil. Enfin... Ouais, mais je trouve que ça m'a fait penser aussi, donc ouais, à Keshish quand il faisait des bons films, quoi. Bah ça n'engage que vous, parce que moi j'ai vraiment vachement aimé le dernier. Je trouve que ça documente la lumière, la naissance de l'art, mais c'est vrai que sociologiquement, parfois chez Abdelatif Keshish, il y a une certaine grille de lecture qui est un peu appuyée, et qui vient, mais parce qu'il regarde aussi d'un autre endroit, on vient... Et c'est de temps en temps des espèces de raccourcis sociologiques qui font détester certains personnages, et ça je le partage pas. C'est pour ça que j'ai adoré son dernier film, enfin Le Canto Uno, parce que précisément ça racontait la naissance d'une... Enfin les rapports sociaux étaient moins... Enfin donc je partage en tous les cas, j'ai regardé ces films, oui. Je les ai regardés, je les ai aimés, c'est quelqu'un qui compte pour moi. Tout en haut. Mais Hamza Herzi est plus grande gueule, je pense, que Lina Farid. Lina Farid, elle a une espèce d'entêtement, d'intériorité, d'absence totale, en fait, d'hystérie, qui me séduit énormément dans sa féminité. Des faits, l'écriture des dialogues, est-ce qu'on a l'impression que ça mélange la réalité hors écran et la fiction? Et est-ce que Zaya a participé au dialogue, ou comment ça s'est fait? Vous pensez, c'est parce qu'en fait on adresse ça de la chirurgie esthétique et oui. Éventuellement son rapport à la prostitution. Oui. C'est non, le scénario était très écrit. Moi, je travaille vraiment un scénario très écrit. Zaya Derr, elle l'a fait par cœur. On a travaillé ensemble. Il y a quelque chose de très inspirant. C'est son immense courage, sa liberté totale sur cette image-là. Et même, pour aller plus loin, l'idée que cette femme ait pu faire de la chirurgie esthétique jeune, qu'elle ait pu se prostituer ou qu'elle se prostitue encore, et qu'elle n'ait aucun problème avec ça. Et carrément le propos aussi, que l'idée qu'on n'ait pas besoin de montrer une starlette en disant elle est prof en fait de neurochirurgie. Non, elle est aussi starlette, et c'est bien, et pourquoi pas. Et une époque, et quand on présentait le film à Cannes, j'avais des imaginaires de ces filles qui se baladaient sur les vous voyez les photos qu'on a, des filles qui lèvent les jupons sur la plage, qui prenaient des photos. Bon, c'est un imaginaire qui a existé dans les années 60, qui a complètement disparu pour plein de raisons sans doute très légitimes, et qu'on a le droit de se réapproprier. Et c'est un peu l'objet, je pense, de cette actrice et de cette femme, et du film, d'une certaine manière. Donc
donc voilà, c'était pas blessant, je pense que c'était nécessaire en tous les cas dans le film de regarder ça sans hypocrisie. Je pense que si c'est un virage du film qui aurait pu, s'il n'avait pas existé, laisser plein de gens à distance. Fallait le regarder en face, ça. Et je trouve même qu'au-delà de ce que tu viens de dire, cette scène est vraiment une scène matrice parce qu'elle elle caractérise chacun des personnages. On voit pour la première fois en fait, le personnage joué par Benoît Magimel être esclave de quelque chose. Il est dans l'obligation de retourner au bateau, accompagné justement par cette jeune fille qui est un peu en miroir avec lui dans cette hiérarchie, on va dire, sociale. Et au-delà de ça, il y a un retournement que je trouve magistral. C'est vraiment qu'on entend à peine. Peut-être moi je l'ai davantage perçu à la deuxième vision du film. C'est quand elle lui dit « Ah bon, mais j'ai pas besoin de vous traduire ». Et elle lui répond « Non, mais je vous ai laissé faire, ça vous faisait plaisir ». Je trouve ça formidable, tout est dit. Ouais, bah ouais. Mais c'est vrai que c'est le moment de la chronique de classe du film. Et ça me plaisait, nous on pense beaucoup à Zaya, enfin, elle polarise le regard, parce qu'elle est un peu comme un arc-en-ciel, on a un peu envie de regarder la personne d'à côté, de dire attends tu l'as vu, tout ça, mais à l'intérieur même de tous les rapports, oui, Benoît Magimel, elle esclave de Nuno Lopez, et le film est une circulation, si on veut le regarder comme ça, de qui est le maître, qui est l'esclave, la domination, le passage sur Péchoa, sur le qui est anarchiste, qu'est-ce que c'est que de posséder, de mépriser, est-ce que qui est celle qui possède le plus, celui qui possède le plus, est-ce que c'est celle qui possède le corps affolant, ou est-ce que c'est celui qui possède l'argent? Et ça, c'est des questions que pose le film avec vachement de légèreté, mais si on veut le voir, oui, on peut le prendre par cet angle-là. Qui souhaitait intervenir? Moi, j'ai une question sur la mélancolie, quand même. Ah oui. C'est la dernière, après on vous libère. D'accord. Mais, pardon. Oui, parce que je trouve que souvent dans... Au revoir. Il y a quand même très souvent dans tes films une traversée comme ça de la mélancolie. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'appartient aussi, qui peut se traduire. Bon, même viens par là, de papa. Salvador. Viens par là, papa. Oui, je trouve que Benoît Magimel porte cette mélancolie. Ouais, beaucoup. Je trouve que c'est un acteur qui porte une mélancolie immense. Et qui m'a... Enfin, ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec Benoît Magimel et je me suis demandé, après avoir travaillé avec lui, comment j'avais pu faire d'autres films sans lui. C'est vraiment... je trouve qu'il porte quelque chose qui est possible, le fait qu'on l'ait découvert si jeune, nous Français. Je sais pas, c'est vrai que je suis émue par les acteurs qui portent une certaine poésie dans leur manière de parler, qui ont l'impression d'avoir un peu d'arrière-monde, et parfois pas que, ce que j'aime bien chez Zaya aussi, je cherche pas à dire qu'en fait c'est une immense... elle n'a pas une intériorité... il n'y a pas de blessure au cœur d'elle qui ferait d'elle une victime, tout ça. Il y a juste un moment où elle raconte qu'elle a peut-être perdu une mère, un père, que ça fait partie de sa vie, qu'elle y a réfléchi, que ça la traverse de temps en temps comme un nuage. Et oui, ça fait partie des... Vous voyez, je ne peux pas terminer cette phrase. Oui, ça me touche. Voilà. Merci Rebecca. Merci. Merci.